Semaine difficile pour tout le monde, de la violence des allers-retours qu'on a eu sur les marchés, que ce soit traditionnel et crypto. La faute à Jérôme Powell. Le ralentissement économique est acté cette semaine par l'ISM PMI manufacturier, sondage réalisé auprès des directeurs d'achat pour connaître leurs sentiments concernant le business et l'activité à venir et surtout la visibilité qu'ils ont. En expansion, certes, puisqu'on est au-dessus de 50, mais c'était inférieur à ce qu'avait prévu le marché. C'est la tendance depuis ces derniers mois. Même chose pour l'indice ISM des services sous les attentes. L'emploi mensuel aux États-Unis a été publié, c'est l'un des chiffres les plus observés par la communauté financière. Inférieur aux attentes pour l'ADP, meilleur que prévu pour le NFP. Mais aujourd'hui, c'est au second plan parce que la préoccupation principale, c'est la gestion de l'inflation par les banques centrales. Et justement, celui qui a créé la surprise cette semaine, c'est Jérôme Powell. Une très bonne nouvelle dans un premier temps avec une hausse des taux comme prévu par les marchés de 50 points de base. Les taux se retrouvent désormais entre 0,75 et 1%. 99% du marché s'y attendait. Le discours qui a suivi était beaucoup plus accommodant que ce qui était prévu, ou en tout cas beaucoup moins restrictif. Il a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à une hausse de 75 points de base d'un coup, ce serait beaucoup trop violent, alors que le marché s'attendait justement à ce qu'on ait cette triple hausse des taux le 15 juin, date de la prochaine réunion de la Fed. Il parle même de soft landing, une stabilisation de l'inflation, voire même un recul d'ici la fin de l'année, avec la possibilité qu'on n'entre même pas en récession. Il ne l'exclut pas, mais il n'exclut pas non plus que ce ne soit pas le cas. Et il va réduire le bilan de la Fed à partir du mois de juin, 47,5 milliards de dollars par mois. 3 mois plus tard, ça sera 90 milliards de dollars par mois qui seront réduits du bilan. Une très bonne nouvelle pour les marchés qui ont été rassurés. Une très belle réaction qu'on a eue sur les indices, sur les différents niveaux clés que je vous ai partagés et que vous connaissez maintenant, que ce soit en weekly et en daily. 33 000 points sur l'indice Dow Jones, 4 140 sur l'indice SP500, 13 800 points sur le DAX, 6 400 points sur le CAC et j'en passe. Des bas de range qui tiennent depuis des semaines, qui relancent systématiquement. On les travaille à l'achat puisque ça tient que la tendance précédente, la tendance de fond est toujours haussière et qu'il s'agit tout simplement de bas de range. Jusque-là, tout va bien avec même des indices après le discours de Jérôme Powell qui s'envole de 3% aux États-Unis à tel point que ça en devient presque exagéré. Là, on est au milieu de la semaine et c'est le premier effet qui se coule. Pendant ce temps-là, en Angleterre, la Banque centrale relève son taux directeur à 1%, malgré le risque de récession, car là-bas, l'inflation est maintenant proche de 10%. Elle révise même à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année. La pression sur les cours du pétrole reste intacte et ça, c'est pas nouveau, comme je te le disais, ça va durer. L'OPEP a du mal à augmenter ses capacités de production. Elle limitera cette hausse de la production à 432 000 barils de plus par jour à partir du mois de juin. Biden tentera de mettre en place un plan pour pouvoir renflouer ses réserves stratégiques de pétrole. La Russie, quant à elle, produit moins et en Europe, un embargo progressif se met en place, avec pour objectif d'ici la fin de l'année de se passer de l'approvisionnement de pétrole russe. Le problème, c'est qu'il y a 2 oléoducs seulement, un qui passe par le Kazakhstan, d'autres par la Sibérie orientale et il y a très peu de navires pétroliers disponibles. L'Inde et la Chine auront du mal à absorber le flux qui va vers l'Europe. Jusque-là, on l'a compris, économiquement c'est compliqué, il n'y a pas de visibilité, mais c'est pas nouveau. Pas de revirement de situation, positif ou négatif, et même plutôt un soulagement avec la Fed mercredi. Il y a quand même quelques petites tensions, comme on l'a vu en début de semaine, direct dès l'ouverture des marchés européens, 9h15, mini crack, direct. Comme ça, on pose les bases. Le DAX et le CAC se replient violemment, 2-3%, sans raison particulière. Et on apprend plus tard qu'à Stockholm, l'indice OMX perd 8%. Je t'avouerai que je ne le regarde pas tous les jours. Les stop-loss lâchent, ça enchaîne des pertes. Il y a même des coupes-circuits qui se mettent en place. Dassault, Carrefour, Orange et j'en passe. Flash Crash qui déduit accessoirement 300 milliards d'euros de capitalisation boursière. Et tous ces coupes-circuits qui sont mis en place, c'est pour éviter un drame, des algos qui continuent à vendre et qu'on se retrouve avec du moins 20 finalement, sans raison particulière parce que tout ce bordel, c'est lié à un trader de Citigroup qui s'est trompé sur une opération appelée dans le jargon Fat Finger. Alors impossible d'annuler les ordres exécutés, ce serait trop facile. Trop tard. Prochaine fois, on pourra bien vérifier que c'est le bon montant.
La saison des publications de résultats continue, avec ici les publications des entreprises qui composent le SP500. Globalement, c'est largement meilleur que prévu. Mais les marchés prennent acte, certes, du passé, s'inquiètent plutôt pour l'avenir, toujours en quête d'anticiper de ce qui va être bon et moins bon. Jusqu'à présent, acheter les supports en bas de range, alléger voire clôturer lorsqu'on arrive sur les hauts de range, donc sur les résistances, c'est la stratégie que je privilégie. Rien de bien nouveau. Pas très excitant, mais en même temps, c'est le contexte du marché actuel. Et plus largement, ce qu'on a privilégié au cours de ces dernières semaines sur IVT, voilà, pour profiter de ces va-et-vient. Jeudi, tout allait bien, le discours de Powell est rassurant, les indices américains explosent de plus de 3%, et là, arrive le deuxième effet qui se coule. Les marchés s'effondrent, entamant le mouvement strictement inverse de ce qu'ils ont fait la veille. Moins 3% sur les indices américains jusqu'à moins 5% sur l'indice Nasdaq. On revient sur les mêmes zones qui ont provoqué des réactions positives pendant le discours de Jérôme Powell et les mêmes zones qui avaient d'ailleurs déjà provoqué des réactions positives en plein milieu de la guerre en Ukraine. Mais pourquoi le marché il a mal digéré l'intervention de Powell? Sur le moment, c'était de l'euphorie et on a l'impression que les marchés se sont réveillés le lendemain avec une gueule de bois monumentale. Peut-être trop d'excès, mais surtout, le marché s'est complètement retourné sur ses estimations de taux directeur de la Fed pour la prochaine réunion du 15 juin. 75 points de base étaient anticipés avant l'intervention de Jérôme Powell, donc pour le 15 juin. 25 points de base finalement des anticipations de marché pour le 15 juin de hausse des taux. Bah oui, le discours de Powell était quand même super rassurant et beaucoup moins restrictif que ce qu'on attendait. Et finalement, le lendemain, les marchés révisent pour la troisième fois radicalement en moins de 24 heures, 75 points de base attendus de hausse des taux pour le 15 juin. Derrière, on a les actions du Nasdaq qui passent sous leur MM200 qui explose. On revient au pire des mouvements baissiers qu'on avait connus en 2020-2019. 20% d'actions du Nasdaq sont seulement au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Et les deux fois précédents qu'on avait eu ce genre de pourcentage, on avait fait des records historiques dans la foulée. Jamais 203, l'avenir nous le dira. Le taux à 10 ans aux États-Unis qui semblait se stabiliser, voire même baissouiller un peu après l'intervention de Powell, il a explosé les 3%. Le dollar américain continue de monter. Le taux à 10 ans en Allemagne, appelé le Bund, lui est passé pour la première fois à nouveau au-dessus des 1% depuis 2014. Grosse tension sur l'ensemble des marchés internationaux. Au-delà des évidences qu'on a concernant l'inflation, le resserrement monétaire, la hausse des taux, le dollar américain qui reste ferme. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne va peut-être commencer à s'en préoccuper puisqu'elle n'a toujours pas annoncé ce programme de resserrement monétaire. Elle le fera probablement au mois de juillet. La pression sur les prix de l'énergie, plus particulièrement du pétrole et du gaz qui va continuer. Et au-delà de tout ça, j'ai absolument pas compris le retournement brutal. Excès corrigé par un autre excès, volatilité très forte par un manque de visibilité, crédibilité de la Fed mise à mal. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas la réponse. Alors, plutôt que de chercher, j'ai laissé voire je vais laisser passer un peu de temps. Quelques jours peut-être et surtout continuer à travailler des graphiques plutôt que d'essayer de se retourner le cerveau toutes les 5 minutes. Parce que c'est vrai que la bougie de jeudi nous laisse croire que tous les supports qu'on a en dessous des pieds vont se faire éclater. Mais tant qu'ils tiennent et si et seulement si j'ai des signaux positifs à leur proximité, j'y retournerai à l'achat. Avec toute la prudence qui s'impose. C'est-à-dire réduire les tailles de position par reconnaissance mais surtout objectivité qu'il y a une tension qui semble s'accélérer. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Quand on ne sait plus, parce qu'on a l'objectivité de reconnaître qu'on a des éléments de marché qui sont contraires et qui vont à l'encontre de nos plans de trading et d'investissement, c'est la différence entre la persévérance et l'acharnement. L'expérience des marchés m'a appris lorsqu'on est sur des zones support alors que la tendance précédente est largement haussière, on privilégie plutôt les achats pour continuer à travailler dans le sens de cette tendance. Ça a parfaitement fonctionné dans le passé, ces derniers mois, ces dernières semaines et même d'ailleurs ces derniers jours jusqu'en milieu de semaine. D'ailleurs, je sais absolument pas où est-ce qu'on en est sur les marchés au moment où je tourne la vidéo parce que je la tourne vendredi dans l'après-midi. Mais plutôt que de vendre des supports qui est contraire à ma façon d'intervenir sur le marché, même si oui, on peut les péter et aller beaucoup plus bas. Ça ferait plaisir aux baissiers qui sont ici. Et encore une fois, chacun son avis.
Ouais, j'exprime le mien, après vous en faites ce que vous voulez. C'est pas ma façon de faire, de vendre des supports en tendance haussière. Et ça ne fonctionne pas dans le temps. On ne peut pas, sur un simple mouvement, remettre en cause tout ce qui a fonctionné dans le passé. On ne peut pas remettre en question toute sa façon d'intervenir sur le marché. Parce qu'il y a un mouvement qu'on ne comprend pas, même si oui, ça ne fonctionne pas 100% du temps. Et ça ne fonctionnera jamais 100% du temps. Il n'y a jamais rien qui ne fonctionnera 100% du temps. Peut-être au moment où tu visionnes la vidéo dimanche à 10h pour ceux qui sont là en première, les indices auront éclaté tous les supports. Je ne suis pas short sur le marché et tant pis. On peut aussi, dans cette période-là, être moins offensif, comme je le faisais et je vous le partageais et je vous le disais ces derniers jours, ces dernières semaines. On était sur des niveaux clés. Je suis aujourd'hui un peu plus sceptique, donc en réduisant, comme je le disais, la taille des positions, tant que le marché ne me donne pas raison. Peut-être d'ailleurs que depuis, les indices ont aussi pris 3%. J'en doute parce que le vendredi, depuis le début de la guerre en Ukraine, vendredi, les opérateurs se mettent très rarement, voire jamais, en mode risk on. Et vu le contexte, on peut le comprendre. Les cryptos suivent le mouvement des marchés traditionnels, on le sait. Une grosse bougie baissière impulsive le jeudi. Le Bitcoin revient sur cette grosse zone des 35 000 $, le bas du range dans lequel il est depuis le début de l'année. Même principe d'ailleurs que sur les indices internationaux, parce que là aussi, c'est une zone technique qui a provoqué des réactions très positives dans le passé. L'Ether, quant à lui, est plus fort que le Bitcoin, puisqu'il est au milieu du range dans lequel il évolue depuis le début de l'année. C'est beaucoup plus difficile sur les altcoins qui subissent des dégagements progressifs. Probablement pour récupérer du cash au cas où, pour les réallouer ensuite si on a un énorme dip, mais aussi profiter de nouveaux départs de la prochaine hype qui pourrait survenir. Il y a eu plusieurs thématiques déjà, la finance décentralisée, les ETH killers, Metaverse, les Play to Earn, les Move to Earn. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce que demain le marché privilégiera en priorité. La capitalisation totale, quant à elle, se retrouve elle aussi sur une grosse zone support. La semaine prochaine, il y aura encore besoin d'avoir beaucoup d'énergie parce que ce sera encore très mouvementé avec l'inflation aux États-Unis. C'est la donnée sur laquelle la Réserve fédérale américaine a annoncé qu'elle allait se concentrer quasiment exclusivement au cours de ces prochains mois pour pouvoir ajuster sa politique monétaire. Donc ça va provoquer forcément beaucoup de volatilité, c'est sûr. Et je voulais terminer cette vidéo en vous disant que aujourd'hui, c'est la première fois depuis des semaines, depuis des mois, que je n'ai pas de certitude quant au plan que je vais adopter au cours de ces prochains jours. Je ne parle pas de certitude que tout ce que je vous partage fonctionne, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas, parce que c'est le principe même de toutes celles et ceux qui font des choix et qui prennent des décisions, que ce soit en termes d'investissement, trading et même au-delà. Mais là où j'ai 99% de certitude, c'est de suivre mes plans lorsque le marché me donne des indications qu'il va dans mon sens. Et pour ça, j'utilise quoi? Les tendances, les zones et les signaux que me donne le marché. Bon, je vais quand même me mouiller un peu. Ouais, bon, pas parce qu'il était comme ça quand même. Je vais continuer une fois de plus avec modération, comme la semaine passée, de travailler à l'achat des grosses zones support, des zones basses de range, avec plus de modération, parce que d'un côté, je ne peux pas remettre en cause ce qui a fonctionné depuis des mois, depuis des années, et une façon d'intervenir sur le marché pour un mouvement d'une journée qui, pour moi, en tout cas aujourd'hui, est incompréhensible. Et d'un autre côté, je ne peux pas négliger cette tension généralisée et matérialisée par des mouvements ultra violents. J'ai retenu en fin de semaine le message notamment de Boza sur Twitter et je t'en remercie et je pense que tu as complètement raison. Merci à tous de votre fidélité, pour vos messages, vos pouces. Vraiment, je vous kiffe. Un très bon dimanche et surtout, force et honneur.